en live. Et salut les amis, bienvenue sur Crash Gaming, votre chaîne ludique. Aujourd'hui, je suis accompagné de Torque. Salut Torque. Salut tout le monde. Salut. Du coup, Torque, qui a une excellente chaîne anglophone sur Star Wars Unlimited que je vous conseille bien sûr, évidemment, d'aller voir. Le lien sera bien sûr dans la description. Comment vas-tu? Je vais super bien, merci beaucoup de m'avoir. La forme. Du coup, je t'ai invité parce que, vu ton expérience, on va se faire une petite tier list des leaders maintenant qu'on a un petit mois de la sortie officielle du jeu et qu'il y a eu des gros tournois qui ont été faits. On va voir un peu ce qui se dessine au niveau des leaders pour le méta, hein. Le méta, comme tu dis si bien. Qu'est-ce qui tourne? Donc voilà. C'est pas parce que vos leaders ne sont pas méta qu'il faut les jeter à la poubelle. Gardez-les. Ça reste un jeu avant tout. Mais là, on parle un peu plus sur le compétitif aujourd'hui. Bien sûr, même si on reste sur un jeu de cartes. Tu essaies de te présenter un peu? Ouais, donc je m'appelle Pierre en fait dans la vraie vie. Et j'habite à Dublin en fait en Irlande, c'est pour ça que je fais du contenu anglophone. J'ai commencé à jouer à Star Wars Unlimited bien avant la sortie en fait, puisque j'ai commencé à jouer en septembre. J'ai adoré le jeu, donc du coup j'y ai joué beaucoup plus que de raison. Et du coup, comme j'avais une bonne avance sur les gens qui découvraient le jeu lors de la sortie, j'en ai profité pour faire une chaîne où j'ai partagé un peu mon savoir. J'ai aussi plus de 20 ans d'expérience dans les trading card games avant Star Wars. Et donc voilà, je partage mon expérience et je suis très content de faire ça en français aujourd'hui. Et bien, merci à toi. Et nous, on est très content de t'avoir sur la chaîne. Du coup, ce qu'on va faire, on va partir. Donc, vous avez ici à l'écran l'ensemble des leaders de la première euh, saison, édition. Et on va les faire. Alors, je propose qu'on parte déjà avec Luke et Vador, parce que c'est un peu les maîtres étalons de l'édition. C'est ceux qui sont présents dans le starter, ceux qui ont été mis en avant. Et puis après, on verra en fonction de eux où est-ce que les autres leaders se situent. Bien sûr, au niveau du chat, vous n'hésitez pas si vous voulez mettre un leader en avant ou si vous voulez un peu développer plus ce leader. Et bon, ben écoutez, tout bien tout honneur, on va commencer avec Luc, qui est plus en avant dans la liste. Du coup, S, c'est le plus fort, bien sûr, et D, c'est pas très, pas très, pas très bon. Alors, Luc, Pierre, tu le mettrais où? Alors moi, personnellement, je mets Luke dans les leaders euh, dans les leaders B. Allez, B. C'est un leader qui est compétitif. Mais pour l'instant, donc il a surtout sorti des decks assez mid-range. Donc en gros, un deck mid-range, un deck qui peut être à gros contrôle en fonction de la situation. Très très forte capacité de leader. Le fait de pouvoir donner un bouclier à une unité, c'est vraiment très fort. Et le leader lui-même est aussi assez menaçant, surtout si on peut pas le tuer en un coup, parce que le sabre laser de Luke est juste très très fort. En fait, quand tu joues contre Luke, c'est très compliqué parce que tu te dis, si tu t'arrives pas à le one shot, si t'arrives pas à le tuer en un coup, tu sais qu'il y a le sabre laser qui peut sortir et là tu te mets dans une très mauvaise situation parce qu'il régénère tous ses points de vie, il gagne un bouclier, donc euh, il est aussi très fort avec donc Dispatcher qui a vraiment rendu Luke très fort parce que tu peux faire Dispatcher tour 1, tu peux lui donner un bouclier, et puis après donc le Dispatcher qui est difficile à tuer, il permet de sortir un drop à 4 autour d'eux, il permet de sortir tous les drops un tour plus tôt. Très bonne combinaison avec Obi-Wan, donc il y a des très bonnes combos. Ouais. Après, le problème c'est que j'ai l'impression que le deck a du mal c'est au niveau de la vitesse c'est un petit peu lent. Et c'est un petit peu dans cette situation un peu bâtarde en fait où c'est pas assez rapide pour vraiment prendre de vitesse les jeux contrôle. Et contre un vrai jeu contrôle, en late game il va souffrir. Voilà, il a pas encore réussi à vraiment trouver sa place dans le méta malheureusement. Non. Mais c'est un leader qui est assez fort et je recommande. Et je pense que dans certains méta, dans un méta assez aggro notamment, je pense que c'est un bon leader. Donc ouais, pour moi c'est B. C'est B. Effectivement, il arrive ouais, au tour 6 et bon, une fois qu'il est là, il est là, mais il faut qu'il arrive, quoi. Tour 5 du coup. Du coup, c'est ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Après, dans un milieu un peu moins compétitif, c'est vrai qu'une fois qu'il est buffé, une fois qu'il a son sabre, il est un peu difficile à tomber, hein. La mécanique de bouclier aussi peut être embêtante pour les joueurs un peu moins aguerris. Et je pense que, ouais, au niveau des joueurs pas ultra compétitifs, je pense qu'il peut poser souci à pas mal de joueurs. Ouais, complètement. Tu peux tout à fait jouer un deck Luke et parfait, hein. Même dans un milieu compétitif, hein. Les plus compétitifs, ouais. Mais c'est pas forcément. Encore une fois, ça dépend du méta dans lequel t'es, quoi.
Il va avoir du mal contre les jeux contrôle et contre Boba c'est toujours compliqué aussi parce que dès que ton adversaire a des waylays, des trucs comme ça, alors waylay comment on dit ça, comment ça s'appelle la carte en français, je sais pas, mais ouais les waylays c'est absolument insupportable quand tu joues Luke parce que du coup il permet d'ignorer tes boucliers, tous les removals bleus, que ce soit takedown, vanquish, tout ça c'est très problématique pour les jeux. Donc il y a beaucoup de contre en fait, c'est ça le truc. Il y a du contre. Ok, donc Luc, on commence tranquillement. En B, bah, ça sera bien, il est au milieu d'une table, donc ça vous sert un peu de maître étalon. Et on part donc sur le papa Vador. Au-dessus, en dessous, égal. Pour moi je mettrais Vador en B aussi, mais au-dessus de Luke Donc devant. en termes de puissance. Alors Euh, pour moi, Vador, c'est un héros qui est qui est très intéressant dans la mesure où. Donc, déjà, contrairement à lui qui peut être joué en rouge, qui peut être joué en vert, là, Vador, c'est vraiment. Quand on joue Vador, on veut vraiment jouer vert. Parce que c'est un leader qui coûte 7. Alors, un truc qu'il faut comprendre dans Star Wars Unlimited, c'est que les leaders qui coûtent plus cher, c'est vraiment un énorme coup parce qu'en fait, il faut se prendre en compte que ton adversaire, par exemple, ton adversaire, il joue Boba, il joue un Boba ou il joue un Sabine. Il va avoir son leader, donc il va avoir une unité gratuite qui est assez puissante en plus. 2 tours avant la tienne. Donc c'est-à-dire qu'il y a 2 tours où le mec il va avoir une unité gratuite que toi t'as pas quoi. Donc et ça souvent ça te met vraiment dans une très mauvaise posture quoi. Donc les leaders qui sont très chers, il faut vraiment qu'ils soient très très forts pour se justifier. Et en plus de ça, il faut souvent jouer de la rampe pour permettre d'accéder à ces leaders plus rapidement. Donc si vous jouez Vador sans rampe, c'est très compliqué parce qu'en fait vous êtes vraiment pendant très longtemps dans la partie sans leader en fait. Par contre, quand on joue Verb, on a accès à Super Laser Technician, Resupply qui permet de sortir le Vador plus tôt. Et là du coup ça devient un excellent leader parce que c'est pour moi le meilleur leader qui sort à 7. C'est le meilleur leader cher du jeu. Parce que il a 8 PV donc il est hyper dur à tomber. Il a 5 d'attaque plus ses 2 dégâts, ça lui permet de one-shot la plupart des autres leaders. Donc il peut one-shot une Aiden, il peut one-shot un Krennic, one-shot Sabine, one-shot Luke d'ailleurs. Hein. 5 plus 2 ça fait 7. Ouais. Et surtout il one-shot Boba. Donc ça c'est vraiment hyper fort. Il a des cartes combo, donc le sabre laser de Vador pour lui donner encore plus de puissance et pour tomber une unité quand ça arrive. Donc ça c'est très fort, c'est une force, donc tu peux jouer des force throw et tout ça. Donc il y a pas mal de synergies assez intéressantes. Et voilà, donc en fait, et d'ailleurs il y a une séquence qui te permet de sortir Vador tour 3 dans ce jeu. Donc tu commences, donc tu fais donc tour 1 tu joues n'importe quel drop à 2, tour 2 tu joues soit un resupply, soit un super laser technician, mais attention si tu sors le super laser technician, il faut pas utiliser la base Energy Conversion Lab. Donc tu rampes normalement. Et ensuite, au tour suivant, tu fais Super Laser Technician spécifiquement avec Energy Conversion Lab. Donc en premier, du coup, tu récupères une ressource détapée. Et après, tu fais un resupply. Donc ça fait 3 rampes au total. Et ça te permet de sortir Darvador du coup tour 3. Donc voilà, Gagné. ça c'est. Et si tu connais la séquence, c'est pas si difficile à sortir que ça. Il faut juste avoir les 3 rampes. Sachant que tu as 3 tours pour les piocher, ça peut arriver à peu près une fois sur 10, à peu près. Donc voilà, c'est le genre de truc qu'il faut savoir quoi. Mais même tu vois, même avec une double rampe, déjà Vador ça cogne quoi, ça cogne. Et un autre truc qui est super avec Vador, c'est évidemment c'est ça, on en a pas parlé, mais c'est sa capacité de leader. Oui. Tu joues 1, tu tapes, tu t'infliges un dégât et t'infliges un dégât à la base. C'est super flexible, ça permet de TNT qui coûte 5, bah du coup tu fais un open fire et après tu le finis avec ça. Ou aussi la fameuse séquence, le mec qui te sort Battlefield Marine, Wing Leader, le Battlefield Marine est 5-5, il y a Wing Leader qui est 2-1. Donc ça généralement c'est une opening qui est quand même assez violente. Bah écoute tu fais Force Choke, tu tues le Battlefield Marine et après tu utilises le ping de Vador pour sniper le Wing Leader et voilà, bonne journée, au revoir. Et, donc c'est vraiment voilà, c'est une bonne capacité de leader, très bon leader, mais il faut vraiment jouer avec de la rampe parce que si tu joues pas avec de la rampe. C'est Alors ça. après, si on parle de méta, c'est un leader qui est assez bien positionné parce qu'il va gérer plutôt bien contre contrôle. Et contre Boba, il a un match-up qui est à peu près à 50-50, ce qui est honnêtement le mieux que tu puisses espérer contre Boba, pour être honnête. Donc il est assez bien positionné. Le problème et la raison pour laquelle je le mets pas en A mais plutôt en B, c'est qu'il se fait poutrer par Sabine. Les jeux aggro, ça a un très bon match-up Ouais. contre Vador. Vador souvent est trop lent. Tu vas pas pouvoir sortir ton Vador. Si tu veux jouer de la rampe pour sortir Vador plus tôt, c'est très compliqué. Et le vrai problème, c'est que comme tu joues pas bleu, t'as pas de moyen de réparer ta base, t'as pas moyen de soigner ta base. Et du coup, tu te fais finir par For a Cause I Believe In. Et voilà. Donc c'est très mauvais match-up contre aggro. Et c'est pour ça que c'est compliqué de le jouer
À moins de vraiment. Donc c'est vraiment ce que je disais au début par rapport à pour moi la catégorie B, c'est vraiment la catégorie des leaders qui peuvent être un peu en embuscade. Donc c'est vraiment si tu sens qu'un méta va pas avoir beaucoup d'aggro, tu peux sortir ton Vador et tu vas être très content. Mais si c'est pas le cas, c'est compliqué quoi. Ouais, je suis d'accord. Après, c'est vrai que actuellement, l'agro est quand même bien présent contre le Boba. Et que contre de l'agro, tu souffres un peu avec du Vador. À voir avec la nouvelle édition qui. Prince, ça sera beaucoup agro, on verra ce qui sort. Mais donc B, oui, à voir. Donc, juste ton avis sur les starters, tu les trouvais bien équilibrés à la base entre eux? Ouais, moi je trouvais le starter très équilibré. Après j'ai pas beaucoup joué. Je crois que quand tu commences à avoir beaucoup d'expérience, je crois que Luke est un peu meilleur. Je crois qu'une fois que tu as un peu plus d'expérience. Ouais, Mais franchement, une fois que tu commences à avoir un peu d'expérience, c'est le temps d'arrêter de jouer le starter. de Donc, mais l'améliorer. pour un mec, ouais, pour deux mecs qui savent, qui connaissent, qui découvrent le jeu, ben c'est une très bonne expérience d'introduction évidemment. Ouais, hein, c'est vraiment très, très bon. Ok, on va passer du coup aux autres leaders donc, qui sont présents dans tout ce qui est booster. Et bah, le premier de la liste, c'est Krennic. Alors moi, Voilà. Krennic, je le mets en A personnellement. Ouais, Pour moi, c'est le meilleur leader de contrôle pour le contrôle, ouais. du jeu. Il arrive donc déjà il donne accès au bleu noir qui est la meilleure couleur contrôle, couleur contrôle par excellence. Et surtout c'est une couleur contrôle qui peut jouer vert en tant que couleur complémentaire. Et jouer vert en couleur complémentaire, c'est-à-dire que tu as accès à Energy Conversion Lab. Donc du coup ben, le vert noir bleu c'est la combinaison parfaite pour le contrôle. En tout cas c'est le cas dans cette édition pour le coup. Ouais, Et c'est un excellent leader qui fait gagner des PEV, ce qui est très important quand tu joues contre aggro. Sa capacité passive, en fait, elle est beaucoup plus, même sans aucune synergie aucune, elle est quand même elle est très utile parce qu'elle requiert absolument aucune ressource. Hein, pas besoin de dépenser de ressources, pas besoin ça décide même pas une action, quoi. C'est juste un passif c'est qui ça. donne plus un attaque pour n'importe quelle unité qui est blessée. Donc ça donne quasiment, bah, du coup, quand tu joues Death Trooper, bah, du coup, c'est toujours une 4-1 minimum. Donc Death Trooper avec Energy Conversion Lab, t'embûches Death Trooper à 4, tu tues une TK d'endurance et tu tues une TK2 d'endurance en même temps. Enfin, c'est vraiment très fort. Et aussi, tu peux, voilà, tu as un mec qui joue contre un Vador, tu joues contre un Vador leader qui a 8 d'endurance. Eh ben écoute, tu joues Vador l'unité, tu vas chercher ton Death Trooper. Death Trooper va blesser le Vador. Euh, et tu vas infliger 2 au Vador avec la capacité Death Trooper. Et ensuite, tu infliges 2 à ton Vador pour qu'il ait 6 d'attaque. Et après, tu colles 6 et du coup, ça te permet de tomber une unité qui a 8 PV en une action, quoi. Ça, tu peux pas le faire avec les autres leaders. C'est spécifiquement avec Krennic que tu peux faire ça parce que tu as le plus d'attaque. Donc, il intervient assez tôt en partie, à 5, hein, mais tu peux quand même Alors, ramper dedans pour l'avoir un tour plus tôt. Et du coup, ça fout une énorme pression sur l'adversaire. Et à chaque fois qu'il cogne, ça fait une différence de 4 PV. 5 PV s'il est blessé et qu'il a son plus d'attaque, du coup, parce que le bonus s'applique aussi à lui-même. Voilà, donc pour moi, c'est le meilleur leader contre le jeu. Donc voilà, il mérite sa place à A, dans A pour moi. ouais. C'est... Vous voyez ce qu'il fait. Enfin, tu gagnes beaucoup de PV avec lui, donc les agros, ben, tu t'en sors quand même plutôt pas mal. Et puis le Ouais. contrôle, hein, les couleurs. Donc pour ceux qui regardaient cette vidéo, qui connaissent pas trop les archétypes, en gros, il y a trois archétypes. L'agro, donc c'est plein de créatures et vous débordez votre adversaire. Le contrôle, c'est ben, un long contrôle, donc vous visez plutôt le milieu, fin de game et vous gérez la partie. Mais du coup, il faut que vous récupérez des points de vie parce qu'au début de partie, vous commencez un peu lentement. On a quoi d'autre comme archétype? On a l'archétype. Oui, Mid-range, du coup, le hein, mid-range, ouais. l'entre-deux. Entre-deux, voilà. L'entre-deux. Après, t'as des archétypes tempo, c'est aussi du aggro contrôle, mais plus aggro que contrôle, alors que C'est ça. midrange c'est un peu plus contrôle qu'aggro, bon, c'est vraiment des petites Après, c'est du subtilités. mix entre les deux. Voilà. Mais en gros, les deux Voilà. archétypes, c'est agro et contrôle. Et après, vous mixez si vous préférez plus l'un, plus l'autre, ou à fond l'un, à fond l'autre. Après, il y en a un troisième. Il y en a un troisième, il y a l'archétype combo. Alors là, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Dans Star Wars Unlimited, il n'y a pas encore de vrai jeu combo. Mais une fois que tu as introduit combo, ça introduit un troisième archétype. archétype Et là, du coup, tu as tout l'entre-deux, ouais. aggro combo, contrôle combo et compagnie, quoi. Il nous faut un peu plus de cartes pour avoir des gros combos. Et là, ils ont mis ça peut-être en avant avec les Mandaloriens. On va voir avec leurs différents objets. Ok. Allez, on passe toujours en bleu avec l'ami Chewie. Ok, alors bah, Chewbacca, moi, dans ma tier list originale, je l'avais mis en D. Vous voyez? C'est-à-dire pas vraiment compétitif, mais certains joueurs ont réussi à nous prouver que c'était possible de faire des decks Chewbacca compétitifs. Alors il faut vraiment prendre ça avec une pincée de sel, hein, parce que ça reste quand même des résultats qui sont très inconsistants. Ouais. Mais j'ai l'impression quand même que Chewbacca est meilleur que ce que j'avais prognostiqué au départ.
Donc voilà pour donner un petit peu une idée du leader. Donc en fait il a sa capacité qui est gratuite et qui permet de donner sentinelle à une unité qui coûte 3 ou moins. Donc de jouer l'unité, alors par contre faut payer pour le coup d'unité, hein. Faut toujours payer Ah, pour le... mais de jouer cette unité avec sentinelle et elle garde sentinelle jusqu'à la fin du tour en fait. ouais. Et cette capacité en fait elle est très forte parce que l'idée de donner sentinelle à n'importe quoi c'est quand même c'est gratuitement c'est vraiment ça a beaucoup d'impact quand c'est joué très bien, quand c'est joué correctement et surtout avec les bonnes cartes. Et bleu-blanc, c'est plutôt une bonne couleur pour les jeux contrôle, pour des jeux contrôle du côté des héros, quoi, du côté des rebelles. Parce que ça te permet, parce qu'il y a il y a beaucoup de cartes de contrôle donc en fait sa capacité elle marche bien dans un jeu contrôle rebelle. Voilà. Donc ça c'est pour les qualités. Pour les défauts, Les chers. Chewbacca a un énorme problème, c'est qu'il, voilà, comme tu dis, il est très cher. J'avais dit plutôt, vraiment pour qu'un héros cher soit jouable, il faut vraiment qu'il soit très très fort pour compenser ça, et surtout il faut jouer de la rampe pour permettre d'avoir plus vite. Les rebelles n'ont pas accès à autant de rampes que les impériaux. Les impériaux ont accès à Super Laser Technician alors que les rebelles ont accès que à Resupply. Donc déjà ça c'est une grosse limitation. Et en plus quand il arrive sur le champ de bataille, Chewbacca il est un peu nul, il a que 2 d'attaque. Je Si ton comprends pas. adversaire... Je comprends pas. Le 2 d'attaque pour Chewbacca, je comprends pas. Ouais, en fait, l'idée, c'est qu'il est censé se faire. T'es pas censé se faire one shot parce que t'as 9 points de vie. En fait, l'idée, c'est tu prends une grosse charge, mais derrière, tu peux coller plein de points ou tu es une unité derrière grâce au grit. Sentinelle et l'autre, Aplomb. c'est quoi? Aplomb. Aplomb, voilà, Aplomb. ok. Ouais, écoute, j'aurais pas pu le deviner. Voilà, donc voilà, le Chewbacca en tant que leader, une fois qu'il est déployé, il est beaucoup moins sexy en fait. Ouais. Et surtout, il met énormément de temps à arriver. Donc, même contre un jeu aggro, ben, le fait d'avoir pas de leader pendant la grande majorité de la partie, même si tu as une capacité de leader qui est assez forte, c'est très très pénalisant. Alors, tu as des joueurs qui ont réussi à avoir des résultats, et donc on a vu des jeux Chewbacca verts qui ont fait des résultats. Notamment, du coup, ils rampent pour essayer d'avoir Chewbacca plus rapidement. Ils ont énormément d'unités qui combinent bien avec l'activité Chewbacca, et c'est des jeux qui sont très late game orientés sur le fin de partie, avec les Omoine pour les Omoine, évidemment Luke. Alors très bonne combinaison avec Luke Chevalier Jedi, parce qu'en fait Sentinelle, ça oblige l'unité à tuer cette unité du coup. Et du coup, quand une unité meurt, derrière tu peux jouer euh, Luke pour mettre un -6/-6 et ce genre de choses, donc c'est cool. Et voilà, pour moi, je le mettrais C tiers, donc c'est-à-dire jouable, mais il lui manque un truc pour être vraiment compétitif, quoi, Ouais. pour moi. Ouais. Moi, c'est ce 2 d'attaque qui me chagrine et le fait qu'il soit un peu chéro. Après, c'est sûr qu'il va tanker plein de choses, mais peut-être un peu trop tard le moment où il va arriver. Et bon, bah, lui, il va être gardien de but, il va être sentinelle, c'est clair, mais au niveau espace, bah, ça va passer quand même. Ok. Ouais. Ensuite, la prochaine. Ok, Aden. Donc Aden Versio, Aden pour Versio, ouais. moi, je la mets en A aussi. Ah, Alors, je la mets en dessous de Krennic personnellement, et Krennic. c'est très controversé en fait. Dans la communauté, il y a un énorme débat en fait sur qui est mieux, parce que ce sont deux leaders, Aiden et Krennic, c'est deux leaders qui sont dans les mêmes couleurs, Oui. et qui ont le même rôle en fait, puisque c'est deux leaders contrôle qui font gagner des PEV en fait. Donc ils ont et il y a un énorme débat dans la communauté qui est meilleur entre Aiden et Krennic, et ce débat, ça fait des mois qu'il continue et il a toujours pas été tranché. Donc et en plus, en termes de résultats en tournoi, les deux decks quasiment jouent presque les mêmes cartes en fait. Et c'est toujours un débat de savoir alors est-ce que c'est le Krennic qui est meilleur, est-ce que c'est l'Aiden qui est meilleur. Donc c'est un gros débat. Moi personnellement, je suis dans la team Krennic, je trouve que Krennic est meilleur. Mais il y a des gens qui sont pas d'accord. En tout cas, c'est ces deux leaders qui sont vraiment très similaires au niveau de leur puissance. Donc, que vous préférez Aiden ou que vous préférez Krennic, il n'y a pas vraiment de mauvais choix. Les deux leaders sont tout à fait respectables. Alors si je devais faire en gros une comparaison entre les deux, euh, pour moi, alors je vais commencer par les avantages de Krennic. Alors les avantages de Krennic, c'est le passif de plus en attaque qui est vraiment très impactant. Le fait qu'il arrive dans la partie plus tôt dans la partie. Le fait que si tu peux jouer Krennic, tu peux jouer du coup Steadfast Battalion, parce que le but de Steadfast Battalion, c'est de le faire embûche le même tour que Krennic arrive, pour lui donner le plus 2 et pour pouvoir embûcher un leader adverse. Et lui coller 7 et de pouvoir one-shot un leader adverse. Ça, tu peux pas faire ça avec Aiden, parce qu'Aiden arrive un tour plus tard. Euh, quoi d'autre Alors, Krennic, c'est un leader qui contre aggro, il peut aussi se faire embûche par un Steadfast Battalion, parce qu'il a 7 PV Il a du que coup. 7. Ouais. Donc c'est pareil, c'est le même principe, il est vulnérable à Battalion. Donc si je joue contre aggro, il faut faire attention de ne pas se faire embûche par Battalion. Si je joue contre Boba, c'est pareil.
Mais si t'arrives à dodger, si t'arrives à jouer autour, ce qui est pas si compliqué que ça, hein, parce que de toute façon il suffit de se débarrasser de Sabine par exemple, et tu sais que tu vas pas te faire embûcher à 7. Donc ça c'est. Et derrière, bah, il peut faire gagner beaucoup de PV, puisque le joueur aggro il va pas pouvoir faire tomber 7 PV, et puis derrière tous les tours, toi tu gagnes 2, tu gagnes 2, tu gagnes 2. Donc c'est pas mal. Évidemment, le fait que ça rend comment ça s'appelle Death Trooper vachement meilleur, parce que Death Trooper deviennent 4-1 plutôt qu'une 3-1. Voilà, il y a tous ces avantages là. Alors les avantages de Aiden, c'est Aiden c'est le meilleur barrage du jeu, hein. Donc vous connaissez barrage dévastateur, la carte des barrages dévastateur. Ouais. Euh, donc une des meilleures cartes du jeu, et barrage dévastateur avec Aiden c'est juste très fort parce qu'elle sort, elle a 4 d'attaque, et du coup tu peux faire un barrage pour 6, et tu vas gagner 1 PV pour chaque unité qui va mourir, et comme tu peux tuer plusieurs unités d'un coup, ben, c'est hyper fort. Donc voilà le barrage Aiden qui est redoutable. Donc Aiden qui peut être un peu compliqué à tuer pour certains decks qui par exemple qui peuvent pas facilement faire tomber son bouclier. Euh, Aussi, lors des parties très très longues, elle va avoir tendance à faire gagner plus de PV que Krennic parce qu'elle peut faire gagner un PV par-ci par-là. Euh, Par contre, gros défaut d'Aiden, à mon avis, c'est le fait qu'elle se fait vraiment hard counter, qu'elle se fait contrer vraiment très très fort par takedown. L'adversaire joue takedown, ben, one-shot Aiden, pas de question. Et pour moi, à mon avis, entre se faire one-shot par bataillon et se faire one-shot par takedown, je préfère me faire one-shot par bataillon parce que bataillon est plus facile à jouer autour. Tu sais que le mec va devoir avoir besoin de Energy Conversion là pour pouvoir sortir bataillon. Tu peux toujours le tuer sur le leader adverse pour pas que le bonus plus de plus 2. C'est vachement plus facile de jouer autour. Alors que takedown, ben, c'est impossible de jouer autour, hein. Il pose sa carte. Voilà, il joue sa carte, il te tue, voilà. Tu peux rien faire, quoi. Donc voilà, moi personnellement, voilà, après Aiden, elle arrive un tour plus tard, c'est contre aggro, ça a un gros impact. Voilà, il y a des pour et des contre des deux côtés. Moi, je préfère Krennic personnellement, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, tu peux jouer les deux sans trop de problème. Ouais, je suis de ton avis parce que Yannick, on l'a vu, son action, elle est passive, il n'y a rien besoin de faire. Il y a rien besoin de Ouais. faire. Et Aiden, elle est situationnelle, même si elle est facilement faisable, mais ça reste situationnel. Donc, Et puis tu perds ouais. l'initiative quand tu joues. Alors, des fois c'est un avantage, des fois tu peux temporiser, utiliser son action pour voir ce que l'adversaire va faire, mais le plus souvent c'est chiant parce qu'en fait tu vas juste pas utiliser capacité parce que t'as pas envie de perdre l'initiative juste pour gagner un PF, quoi. Ensuite, là, il y a les deux petits que vous voyez à l'écran, c'est les nouveaux. On n'en parle pas tout de suite. On va rester dans le bleu avec Shirou. Ok, alors pour moi Shiru, je le mets dans le tier C. Ouais. Euh, Devant. donc c'est un leader qui est compétitif, hein. Il y a des gens qui le jouent, Ouais. et notamment qui le jouent en combinaison avec le rouge. En fait, Chirrut, c'est le meilleur enabler pour des synergies avec autour de la force. Donc les force throw, alors comment on appelle ça en français, ouais, enfin la carte force throw qui Oui. coûte un rouge là, qui permet de défausser la carte de l'adversaire, et si tu as une unité qui est force, eh ben, tu infliges à unité le coût de la carte en guise de damage. Donc c'est ouais, une des meilleures cartes du jeu avec la force, et Chirrut c'est un excellent moyen de permettre de jouer cette carte parce qu'en fait il arrive dans la partie assez tôt, Oui. donc il arrive au tour 4, et en plus comme il peut pas être il meurt que à la fin du tour s'il a trop de dégâts. Du coup ce qui se passe souvent c'est que il va rester tout le tour en jeu, quoi. Et du coup même s'il se fait avoir par un barrage, ce genre de choses, tu peux toujours avoir l'opportunité de jouer ton force throw, et ça c'est très fort. Donc pour l'instant, les gens qui jouent Chirrut, ils le jouent dans un jeu Chirrut rouge, du coup, très orienté autour de la force, avec des Yoda, avec des lightsabers. Et Chirrut, c'est surtout un leader qui est très fort si l'adversaire sait pas jouer contre. Donc voilà, tu essaies de le tuer, et en fait, il faut jamais essayer de tuer un Chirrut si jamais l'adversaire a toujours des ressources valables, parce que ce qu'il va faire, c'est qu'il va jouer soit It Binds All Things, ou un Jedi Lightsaber pour en fait augmenter les points de vie de Chirrut, ou de le soigner pour le garder en jeu, même si vous avez infligé suffisamment de dégâts pour le tuer, quoi. C'est ça. Et ça le rend quasiment vraiment très compliqué à tuer. Et ça peut vraiment snowball, ça peut faire effet boule de neige et vous faire perdre la partie, en fait. Donc c'est vraiment très fort dans ce contexte-là. Mais voilà, Ah, après, excuse-moi, je finis juste. vas-y, vas-y. Donc après, bon, il y a quand même des gros défauts. Donc comme Aiden, il se fait contrer par takedown. Tu joues takedown, tu touches Chirrut direct. Euh, Ça reste un deck, le deck Force, ça reste un deck qui est pas totalement complet, moi j'ai l'impression quand même, parce que Force Rose c'est vraiment la seule carte qui vraiment justifie de jouer ce deck là, à mon avis. Les autres cartes comme In By Thing c'est pas aussi spectaculaire que Force Rose en termes d'impact. Et du coup, si tu pioches pas Force Throw, du coup tu te retrouves avec un deck un peu moyen. Donc il y a des problèmes de consistance. C'est un deck qui performe pas super bien contre Boba, et quand tu performes pas super bien contre Boba, c'est compliqué.
Donc voilà, c'est un deck il lui manque encore un petit truc, un petit ingrédient, peut-être qu'on va avoir dans les sets suivants, pour le rendre plus compétitif pour l'instant. Pour l'instant, je le place dans le 7 tiers. C'est un deck qui peut être compétitif, qui peut gagner des games, mais il lui manque encore un petit truc pour gagner. Par contre, pour moi, je le mets largement au-dessus de Chewbacca. Oui. Donc je le mettrais en 7 tiers, mais au-dessus de Chewbacca. Ouais. Voilà, ça c'est mon avis. Oui, moi aussi, c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais effectivement, le jeu n'est pas encore assez mature, il n'y a pas encore assez de cartes force, je pense, pour tourner autour. Mais c'est à garder à l'esprit. Une fois que la grosse hype Boba sera peut-être passée, on va voir ce qu'on peut en faire. Ouais, surtout quelques bans, peut-être. À voir. Ensuite, le bien nommé empereur de la galaxie, Palpatine. Ok, bah Palpatine, moi je vais le mettre en 7 tiers aussi. Et je le mets 7 tiers au-dessus de Chirrut. Au-dessus de Chirrut. Ouais. Intéressant, ouais. Ok. Alors, Palpatine. Ouais. Alors, Palpatine, donc l'un des leaders, donc le leader le plus cher du jeu. Donc j'ai déjà expliqué ce que j'avais dit par rapport aux leaders qui coûtent cher. C'est compliqué, il faut les rentabiliser parce que tu te retrouves du coup à 2-3 tours sans leader alors que ton adversaire en a un. C'est compliqué. Et une des capacités les plus faibles du jeu, sacrifier une unité juste pour piocher une carte et infliger un dégât, c'est souvent pas du tout rentable. Sauf si c'est fait sur un Super Laser Technician ou ce genre de choses. Donc, pas vraiment de carte qui synergise vraiment très bien avec sa capacité. Donc ça, c'est ses deux gros défauts. Par contre, Empereur Palpatine, il a une des capacités les plus puissantes du jeu, cette capacité de prendre le contrôle d'unité quand il arrive en jeu, de prendre le contrôle d'unité qui est blessée quand il arrive en jeu, c'est vraiment très fort comme capacité. Et cette capacité seule, en fait, en plus d'avoir un body à 4-10, rend du coup ce leader le meilleur leader de late game, même au-dessus de Vador, à mon avis. Vraiment, en late game, c'est juste un monstre, quoi. Donc, mon avis sur Palpatine, c'est que c'est un leader de contrôle. Tu joues un jeu Palpatine, soit combiné avec du rouge, c'était vraiment un greedy, c'était vraiment cupide. Ou alors si tu joues un jeu bleu, c'était un peu moins cupide. Mais en gros, Palpatine, c'est pour les mecs cupides, c'est pour les mecs qui vont espérer arriver au late game. Et au late game, par contre, ils vont être les rois, quoi. Donc en conclusion, du coup, Palpatine, c'est un deck qui performe très bien contre les autres jeux contrôle. Mais qui par contre, dès qu'il va jouer contre un deck aggro, que ce soit un Boba aggro ou un Sabine, là, je vous ai dit plutôt, par exemple, que Vador, en fait, il avait un mauvais match-up contre aggro. Là, c'est même pas un mauvais match-up, c'est quasiment auto-lose, quoi. C'est-à-dire que vous jouez par exemple votre jeu Palpatine rouge, par exemple, vous jouez contre aggro, bah vous pouvez juste, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez serrer la main à votre adversaire et aller boire un café. Ça sera un bien meilleur moyen de dépenser votre temps que d'essayer de jouer cette partie parce que non, j'exagère un peu, mais c'est vraiment le match-up aggro pour Palpatine, c'est très compliqué parce que c'est la double peine. Non seulement votre leader il arrive hyper tard dans la partie, et en plus vous avez une capacité de leader qui est quasiment inutile, quoi. Donc c'est très compliqué, c'est un peu voilà, jouer Palpatine dans un tournoi, c'est un peu jouer à la roulette russe, quoi. C'est vous tombez contre aggro, vous êtes mal, vous tombez contre autre chose, ça peut bien se passer. Donc c'est un peu une version plus cupide en fait que Vador, en fait. Si vous aimez jouer Vador, vous êtes encore plus cupide que Vador, vous jouez Palpatine. Voilà, après encore une fois, c'est sa capacité de leader, elle peut devenir bien meilleure en fonction des nouvelles cartes qu'on va voir dans le futur, des cartes qui permettent de synergiser bien. Après c'est voilà, c'est un héros qui est vraiment méta. Si vous êtes dans un méta qui est très contrôle, ça peut être un très bon call de jouer Vador, de jouer Palpatine, pardon. Voilà, donc voilà, c'est mon avis sur. Pareil, je pense que le jeu n'est pas encore assez mature et assez en place pour ce personnage. Après, ouais, je pense qu'ils l'ont mis en avant quand même dans ce set-là, parce que ben, c'est le set qui tourne autour de la première trilogie. Mais actuellement, je vois pas comment le sortir. Je vois vraiment pas comment le sortir. Dans un milieu C'est simple, hein, compétitif, en tout cas, trop compliqué. si tu joues dans un méta, là par exemple, ouais, si tu joues dans un méta En qui est fait, très, dans les deux méta, parce que dans le méta compétitif, bon, bah, ils tournent pas. Et dans le méta très casual, bah, souvent les joueurs jouent aggro. Donc ils jouent des Sabines, des choses comme ça, et vous allez aussi vous faire défoncer. Donc difficile, je pense. Palpatine actuellement difficile. bah non, ça dépend parce que regarde, si moi j'ai un truc, je te dis, en ce moment, je trouve que Sabine c'est pas super bien positionné, tu vois, parce que Ouais, c'est un deck qui est très fort, mais qui est pas super bien positionné dans le méta, tu vois, parce il se fait gérer contre Boba, il se fait gérer contre et il se fait relativement bien géré par les Krennic et les Aiden. Du coup, si tu joues vraiment dans certains milieux, t'as des mecs qui jouent pas beaucoup de jeux aggro, par exemple dans le Top Cut Tournament du Tech Initiative Top Cut Tournament, on est 16, il y a un seul Sabine. Donc d'accord. dans un méta comme ça, ben Palpatine, ça peut cogner. Alors le problème c'est que Palpatine a aussi un mauvais match-up contre Boba Jaune, et Boba Jaune il y en a deux.
Donc ça c'est compliqué, mais je peux imaginer, moi je peux tout à fait imaginer un méta dans lequel tu joues Palpatine, bah t'es le roi du monde quoi. Donc c'est moi, c'est ça qui me permet de justifier un petit peu le fait que je le mets au-dessus de Chirrut en fait. Chirrut c'est un leader qui est un peu plus stable, tu fais pas rouler dessus tu te fais rouler dessus par personne, mais pas vraiment de très très bon match-up. Palpatine c'est vraiment à l'inverse, c'est vraiment le gros méta call qui va bien quoi. Après c'est aussi un leader qui nécessite un peu de doigté, savoir comment le sortir au bon moment pour voler la bonne unité ou alors le garder en réserve pour attendre que la bonne unité sorte, pour pouvoir le voler la bonne unité, c'est aussi super important. Ok, on enchaîne avec le Tarkin. Alors Tarkin, c'est compliqué parce que c'est un très très bon leader en limité, en draft et en scellé. Mais c'est le leader qui a pas trouvé son deck en fait. C'est le leader qui a le problème que quand on veut jouer vert noir, on veut jouer ramp, on veut sortir des tons, on veut jouer late game. Et Tarkin n'est pas du tout fait pour ça en fait. Tarkin il est fait pour jouer gros mid-range, il est fait pour booster des petites unités et prendre le contrôle du board. Et pour l'instant, bah, c'est pas vraiment le style de jeu que vert noir a vraiment privilégié pour l'instant. Donc en gros c'est un bon leader qui a pas trouvé son deck en fait. Il a une des capacités de leader les meilleures du jeu. Je vais pas te faire patienter, on va Ouais, dire, je vais dire 7 tiers, pour moi c'est ouais, 7 tiers. je pense pareil. C'est mis en 7. Ouais, voilà, c'est ça. Et Euh, donc il a une des capacités les meilleures du jeu, vraiment donner +1/+1 inconditionnellement. Enfin, il faut juste que ce soit une unité impériale, ce qui est quasiment pas une condition. Et le pouvoir le faire encore et encore et encore et encore. Il y a certaines unités que, par exemple, les T-Fighters, typiquement un T-Fighter, normalement c'est pas une très bonne carte. Dans un jeu Tarkin c'est très fort parce que ça devient 3-2. Du coup c'est une 3-2 volante au tour 1, ce qui est très fort. Et ça peut grossir, 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 devenir très puissante. Très puissant, voilà, tu booster Cell Block Guard, booster des Royal Guard, ce genre de choses, ça peut être très fort avec les General Visor et compagnie. Donc voilà, ça fait des trucs, mais malheureusement on construit, c'est trop lent. Ça n'a pas un gameplay qui est très clair. Souvent, tu peux avoir des leaders qui peuvent avoir des capacités qui sont très fortes sur le papier, mais ils n'ont pas trouvé leur style de jeu. On parlait plutôt des jeux aggro, des jeux contrôle. C'est très important dans un jeu de cartes d'avoir un gameplay qui est vraiment bien défini. Le problème de Tarkin, c'est qu'il a un gameplay qui est un peu pas très bien défini. C'est un jeu, il veut jouer aggro, mais en même temps, il est un peu lent. Voilà. Le deuxième gros défaut de Tarkin, c'est que c'est une 2-7. Et 2-7, c'est pas terrible en fait, hein. Ça tue pas grand chose. Ça non plus, ça résiste pas à grand chose. C'est pas comme un Krennic qui peut avoir très facilement 3 d'attaque et qui en plus fait gagner des PV à chaque fois qu'il attaque. Voilà, Tarkin est un peu moins sexy, il fait un peu moins peur. La différence de puissance entre Tarkin en tant que leader et Tarkin en tant qu'unité, elle est pas très forte, donc t'as pas un énorme power up, en fait t'as pas une énorme montée en puissance quand il arrive en jeu comparé à d'autres leaders. Donc ça c'est pour moi c'est les gros défauts de Tarkin et c'est pour ça qu'il est pas très compétitif malheureusement. Et c'est pour ça que moi je le mettrais en bas du 7 tier. Écoute, ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai monté un deck, là, je l'ai mis sur la chaîne. D'ailleurs, il a bien marché. La vidéo a bien marché, je vous en remercie. J'ai fait un deck aggro Tarkin, avec que des communes, aucune rare. Et ça sort bien, c'est sympa. Mais effectivement, je sens qu'il manque deux bonnes cartes dans le deck pour step up. Bon, bah, tu vois, si tu arrives à faire un deck qui tourne que avec des communes et des incos, pas de rare, c'est que il y a un petit souci, mais ça tourne quand même pas mal. Ok pour Tarkin, et on repasse du côté de la lumière avec... Oula, Ok, ben pour moi Hera c'est D, ouais, malheureusement. malheureusement. Ah, même, Voilà, même donc pas pour le deck à thème Ghost. ah non justement, ouais, le problème c'est que ce deck il est pas terrible quoi. C'est pour ça que s'il était fort, ben on le mettrait plus haut, mais parce que c'est vraiment le principe du jeu à thème spectre du coup. C'est ça. Euh, donc voilà, comment expliquer Hera? Donc là, le problème d'Hera, c'est que donc c'est un deck, c'est un leader qui veut que tu joues en fait un jeu à thème spectre. Le problème, c'est que les cartes spectre, elles sont fortes individuellement, il n'y a pas de souci sur ça, mais elles font pas grand chose ensemble. En fait, il n'y a pas vraiment de vrai payoff, Il n'y a pas de de synergie. Ouais. vrai, Y a pas de synergie. de vraie synergie, voilà, pour, euh, pour, euh, pour, pour jouer un jeu spectre en fait tout simplement, hein. Donc il y a bon, hein, il y a Kanan, voilà, il meule un peu mieux, voilà, quand il y a un spectre, c'est sympathique. Il y a le Ghost qui permet de donner des shields, c'est des boucliers, c'est sympathique. C'est sympathique, mais c'est pas lorsque on a une contrainte. Donc la contrainte là, c'est de jouer des cartes spectre, et surtout la contrainte, c'est de jouer un leader qui n'a pas en dehors de sa capacité de pouvoir jouer n'importe quel spectre dans son deck sans pénalité. Elle n'a pas de capacité, hein, elle n'a pas de, en tout cas, c'est comme si elle n'avait pas de capacité de leader, hein. Et en plus, quand elle arrive en jeu, ben, elle est pas terrible non plus. Un 4-6 pour 6, c'est pas terrible. Et bon, elle donne voilà, un +1/+1 contre l'attaque, c'est pas ouf. Donc c'est un leader qui est un peu faiblard.
Et malheureusement, il n'y a pas vraiment de synergie très forte avec les spectres pour compenser en fait la faiblesse du leader en fait. Et donc c'est problématique. Donc les decks de Hera qui sont les plus compétitifs, c'est les decks double vert, parce que double vert, tu peux jouer commande, et tu peux en gros avoir accès à tous les spectres sans être trop contraint. Malheureusement encore, ça c'est un autre coup dur pour Hera, c'est que les cartes double verte, elles sont pas très fortes non plus. Donc c'est un autre coup dur pour elle. Tu vois, si elle pouvait jouer double jaune par exemple, ça serait beaucoup plus intéressant, parce qu'on pourrait jouer du coup tous les spectres sans contrainte, plus toutes les cartes fortes en double jaune, et il y aurait moyen de faire un truc intéressant. Là, le fait qu'elle soit verte, c'est un coup dur pour elle, parce que voilà, les cartes double vertes sont pas très fortes. Euh, donc voilà, il lui manque beaucoup, et j'ai un peu peur qu'elle n'ait pas ces outils aussitôt d'ici là, parce que le problème c'est que les spectres quand même d'un point de vue de la timeline dans Star Wars, c'est quand même très limité au début de la rébellion, on va dire. Donc c'est dès qu'il va y avoir une expansion qui va pas parler de ça, ben elle aura pas de nouveaux outils pour son deck, quoi. Donc c'est Ah. on verra, hein, on verra ce que ça donne, mais pour l'instant c'est pas ça. C'est un deck casual très sympathique, mais en compétitif c'est juste pas Ouais. du tout compétitif Ok. malheureusement. D'accord. Donc là, en plus, je suis en train de monter une vidéo là sur le deck, un deck Ghost, un deck Spectre. Euh, un bon deck à thème, on va dire. Voilà, pour les fans. Mais en compétitif, c'est difficile d'aller chercher quelque chose parce que, comme tu le disais, elle n'a pas d'action. Elle booste son deck en fait, mais son deck intrinsèquement, il est pas assez fort en fait. Euh, voilà. Bon. Un bon personnage pour du casu ou pour deck à thème. On arrive sur la princesse. Donc la carte la plus chère actuellement en showcase, je crois. Ou une des plus chères en showcase. Et qu'est-ce qu'elle vaut en termes de jeu? Moi Leia, je la mets en B. Je la mets en B, Entre les deux, devant? je la mets entre les deux, ouais. Ouais, Non, je la mets entre les deux. ok. C'est raccord. Donc voilà. Pour moi, donc Leia, c'était, on va dire, la grosse option aggro. Pendant longtemps, il y avait les deux decks aggro qui se tiraient la bourre entre Sabine en gros, c'était Sabine jaune ou Leia. Et ensuite, en fait, on a découvert que bah, Sabine vert, c'était plus fort que ces deux decks, en fait. Parce que c'était la possibilité de jouer la base Energy Conversion Lab, du coup, dans un deck aggro. On s'est rendu compte qu'Energy Conversion Lab dans aggro, c'était super fort, en fait. En plus, il y a une carte Rebelle Assault qui a été Assaut Rebelle, qui a été introduit, qui a été un coup dur pour Leia, parce que du coup, sa capacité de pouvoir attaquer avec plusieurs unités en une seule action, ben, elle était moins convoitée, du coup, puisque maintenant, il y avait la possibilité de faire cette capacité avec une Une carte. carte, ouais. Donc ça a un petit peu été un coup dur pour elle aussi. Donc voilà, en fait, il y a mais ça reste un leader aggro très très compétitif. Le seul problème, c'est que voilà, Sabine et Vert est juste un petit peu meilleur, et du coup, quand un deck est un petit peu meilleur qu'un autre, ben, le deck a beau être fort, comme la version supérieure existe, c'est un peu compliqué de justifier l'autre. Après, il y a certains contextes dans lesquels Sabine et Leia est plus fort. Si je vais comparer Sabine et Leia, euh, Leia, on va dire, est plus punitif, c'est-à-dire que si tu gères pas le board, tu vas te faire défoncer parce qu'elle peut attaquer avec deux unités d'un coup et te coller des claques, te coller des torgnoles à 10 dégâts dans la face là, et te tuer très 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 vite. Donc c'est un leader que si tu le laisses tranquille, c'est le leader qui tue le plus vite du jeu, hein, c'est vraiment très spectaculaire. Mais par contre, si tu joues contre un mec bah, qui gère ton board, qui va te bloquer tout ça, elle va pas avoir la même, on appelle ça la reach, la même possibilité d'atteindre La les points de portée, vie de la même portée. l'adversaire, la portée, voilà. Notamment avec Sabine, sa capacité d'infliger des dégâts à la base, avec sa capacité, c'est vraiment très utile pour finir les parties. Leia n'a pas cette même capacité. Et voilà, et comme je disais plus tôt, le fait, quand on joue Leia, tu vas jouer avec Tarkin Town, généralement, donc la base rouge à 25 PV. Alors que quand tu joues avec Sabine, ben, tu vas jouer avec Energy Maximum. Conversion Lab, qui est une base qui est bien plus forte. Donc voilà, ça c'est un peu les trucs. Après, comme je disais tout à l'heure, si il décide de bannir Energy Conversion Lab, ce qui ne serait pas du tout aberrant, vu que la base est jouée quasiment dans tous les decks. Du coup, si cette carte était bannie, ben, Leia reviendrait du coup vers le devant de la scène. Euh, Parce que ben, ouais. Là, du coup, Leia deviendrait encore plus fort, quoi. Mais c'est un deck qui est vraiment très compétitif et vous pouvez tout à fait jouer Leia et avoir des très bons résultats en tournoi. C'est vraiment une très bonne. Il n'y a pas une différence de puissance entre les deux decks qui est vraiment spectaculaire, hein. Ça se joue vraiment pas, à pas grand chose. Ouais. Ouais. Oui, si vous maîtrisez bien la Leia, ça se joue complètement bien. Après, c'est vrai que cette carte, pour moi, cette carte aussi est un peu bizarre. Face au rebelle qui donne pour un seul point de ressource la double attaque en rebelle et des bonus de plus 1. C'est vrai que Ouais. ça a fait mal à Leia, ouais. Après, cette capacité, le fait qu'elle soit gratos et qu'elle soit tout le temps disponible, c'est sympathique, mais c'est pas. Voilà.
On passe à l'inquisiteur. Au grand inquisiteur. Alors le grand Pas inquisiteur, mal. moi je vais le mettre en B. Ouais. En dessous de Luke. Truc. Ouais, bottom du B. Donc voilà, grand inquisiteur, c'est un leader qui est un petit peu particulier parce qu'en fait il a son aspect leader est vraiment nul. Alors il est 3-6 pour 6, euh, il reste pas en vie très longtemps. Non. Et il fait pas grand chose. En plus, sa capacité elle est pas beaucoup plus puissante que la version de sa capacité quand il est en tant que leader. Et ce qui compense cette très faible unité, en fait, c'est sa capacité de leader qui est juste hyper forte, quoi. Le fait de pouvoir taper en fait n'importe quelle unité qui coûte 3 ou moins en infligeant 2, c'est vraiment très très fort. Euh, ça te peut, alors il y a beaucoup de gens qui jouent Grand Inquisiteur en bleu, parce qu'il y a pas mal de synergie avec le grit en bleu et tout ça. Mais à mon humble avis, et j'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs, la meilleure version de Grand Inquisiteur c'est la version verte, parce que ben, les verts noirs c'est très très fort déjà. Ça permet de jouer des Energy Conversion Lab. Et en plus, il y a pas mal de synergie très sympathique avec le Grand Inquisiteur. Tu peux tuer tes propres Super Laser Technician sans problème, gratuitement. C'est le seul leader qui peut faire ça du jeu. Et tu peux jouer ça avec Rook. Rook c'est super fort avec Grand Inquisiteur. D'ailleurs, il y a un mec qui joue au Grand Inquisiteur vert dans le TTS, le tournoi TTS là, de Top Cut. Et il est en top 8, donc voilà. Donc c'est un deck qu'il ne faut pas sous-estimer. En plus, le fait d'avoir le fait de pouvoir jouer Grand Inquisiteur, tu peux jouer du coup le Fist Brother, qui est juste hyper fort en fait avec Grand Inquisiteur. Tu peux jouer la Seven Sister qui est aussi très forte. Et du coup, comme tu joues plein d'unités fortes, bah, du coup, tu peux jouer Force Throw. On avait déjà dit plutôt dans la vidéo que Force Throw c'était une des meilleures, Ouais. c'est un des meilleurs payoffs pour jouer Force. Donc du coup, tu as cette espèce de deck sit qui est vraiment très puissant. Et en plus, en late game, tu finis, évidemment, t'as les Vador, t'as les Palpatine pour le late game. Donc c'est un deck qui est vraiment pas à sous-estimer du tout. C'est un deck qui est très fort. C'est un deck qui pour moi vaut le coup. Alors voilà, encore une fois, il y a quand même des grosses faiblesses du deck. Alors Grand Inquisiteur c'est aussi un deck qui est très fort quand tu joues contre un mec qui sait pas jouer contre. Parce que quand un mec qui sait pas jouer contre, qui sait totalement commit, qui est complètement tap out, qui a plus de ressources, et là tu peux totalement le mec, tu peux le défoncer quoi. Tu joues ton Fist Brother, tu détapes, tu attaques, tu summon le Grand Inquisiteur, t'attaques, tu détapes encore, t'attaques, voilà, t'as collé 15 PV. C'est ça. Et t'as complètement. Voilà, ça c'est le genre de truc. Bon, quand tu joues contre des mecs qui sont forts, ils vont pas se faire avoir par ça, mais c'est aussi un deck qui peut vraiment bien punir les mecs qui savent pas jouer contre. Voilà, donc c'est un deck qui a prouvé sa valeur. Malheureusement, c'est un deck, encore une fois, quand tu joues contre un mec qui sait jouer, c'est beaucoup moins fort. Et le problème, c'est que ce fameux leader à 3-6, le fait d'avoir un leader unité qui est aussi faible, c'est problématique souvent. Ouais. Ouais, je pense déjà. C'est un deck. Quand tu connais le jeu, il est lisible. Lisible. C'est Ouais. contrôlable, forcément. Par contre, si ça sort, bon bah, comme tu le dis, tu peux faire du 15 dégâts par tour facile. Et contrairement à Shirut, par exemple, là, je pense que voilà, ils ont voulu faire un archétype autour du grand inquisiteur. Ils lui ont mis son frère et sa sœur. Et voilà, il y a déjà un deck qui tourne stable autour de lui. C'est l'avantage qu'il a par rapport à Shirut. À voir après avec les prochaines unités force qui vont arriver. Mais oui, c'est déjà un deck qui est complet en soi. Un peu lisible, mais complet en soi. Ok. IG. Parce qu'il va. IG 88, donc Ouais. du coup, bah lui, je crois que on est tous d'accord pour dire que c'est S tier, hein, c'est un des meilleurs leaders du jeu. C'est Yes. euh, c'est le leader qu'il faut faire attention. Énorme pression. Énorme pression sur l'adversaire avec ses 5 d'attaque, hein, c'est le leader le moins cher qui a une attaque à 5. Carrément Euh, 50, ouais. Et il a raid. ouais. Ah, c'est ça, raid en plus rouge-noir, c'est Ah non, il a pas raid, c'est oh, autre unité. Autre unité. ah non, évidemment on déconne, hein, c'est le, c'est le pire leader du jeu. c'est c'est un D tiers. Alors on va le remettre en D tiers pour éviter que les gens. Non, là, Mais je ouais, suis c'est sur le. l'écran. Oui, oui, voilà. Problème. Ouais. Il y a tellement de problèmes avec cette carte. Ouais, alors il y a tellement de problèmes. Il a Alors, les bonnes couleurs pourtant. Il a les bonnes couleurs. ouais, alors il y a plusieurs problèmes. Déjà, le premier problème, c'est que c'est un leader qui est censé être aggro. Ouais. Mais le problème, c'est que pour l'instant, aggro vilain, aggro méchant, aggro noir, quoi, c'est pas super bien supporté par le jeu. Il n'y a pas beaucoup de cartes aggro dans ces couleurs-là, en fait. Donc ça, c'est son premier problème. Le deuxième problème, c'est sa capacité de leader qui est vraiment très difficile à utiliser parce qu'il faut avoir plus d'unités que son adversaire sur le champ de bataille pour pouvoir l'utiliser et c'est pas du tout facile en fait. Donc au final, tu arrives rarement à utiliser ses capacités. Et son troisième problème, c'est que son unité, elle est juste très faible à 4 d'endurance. Ça se fait one shot par le monde entier, hein. Ça se fait one shot par Open Fire, ça se fait one shot par presque tout en fait.
Et sa capacité de leader, elle est utile que s'il arrive à rester en jeu en fait. Puisqu'il donne raid 1 à tout le monde, mais sa capacité elle est utile que si t'arrives à le garder en jeu. Et le garder en jeu, c'est très 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 difficile quoi. Donc voilà, c'est le leader le moins fort du jeu. Hein. Et je vois pas comment le faire fonctionner. Tu peux jouer à un jeu aggro, AG88, je pense qu'avec aggro, jaune, AG88 c'est ce qui fonctionne le mieux avec ce leader. Mais malheureusement, voilà, il y a des gens qui ont essayé de le tenter en double rouge aussi. D'accord. Mais voilà, le leader est juste, il est juste trop faible, quoi. C'est ça le problème. Pas de bonnes stats, une action qui est aussi situationnelle et pas ouf. Alors, déjà, elle est pas ouf et ils l'ont rendue situationnelle, donc ouais, je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire avec. À voir. À voir si un deck pègre va tourner autour. Ça m'étonnerait un peu. Ouais. En fait, le problème, c'est que quand ils vont forcément à un moment donné supporter les jeux aggro noirs, quoi, les jeux aggro vilains. Ouais. Le problème, c'est que on dit comment en français du coup, parce que en Vilain? anglais c'est villainy. Villainy? C'est vilain? C'est non, Ouais. c'est C'est oh. mal. Non, c'est Villainy. Ouais, mais enfin, moi je dis toujours Villainy. Ok, villainy. Et le problème des jeux aggro villainy, c'est que ils vont forcément à un moment donné. Mais le problème, c'est que d'ici là, on aura 15 000 autres leaders qui vont forcément être meilleurs que Agi pour un jeu aggro, quoi. Donc je vois pas un avenir très 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 reluisant pour le pauvre Agi malheureusement. Cassian. Alors, Cassian. Il y a du débat autour de Cassian. Alors ouais, Cassian c'est compliqué parce que c'est un leader qui sur le papier est pas du tout dégueu. Hein. Il Non, a il y a des cette bonnes, capacité de il y a piocher, des bonnes stats. Il y a des bonnes stats. Je vais des montrer à bonnes l'écran stats, là. saboteur c'est plutôt fort hein, dans un jeu aggro. Ouais. Euh, dans un jeu aggro, sa capacité de piocher des cartes dans un jeu aggro pour se refaire c'est bien. Le problème c'est que dans Star Wars Unlimited, la draw c'est pas très important, donc la pioche en fait, le fait de piocher des cartes c'est pas très très important. Un jeu agressif n'a pas besoin de piocher des cartes pour gagner. Donc du coup sa capacité elle est pas super utile en fait. Elle est pas aussi utile qu'elle est sur papier. En plus le fait de devoir dépenser des ressources pour pouvoir piocher, c'est pour un jeu agressif c'est compliqué. Du coup t'as des gens qui ont essayé de jouer à un jeu Cassian en mid-range en étant un peu moins agressif et pour moi les meilleures listes de Cassian c'est Cassian vert mid-range qui essaye de tirer profit de la pioche en jouant pas mal de cartes assez peu chères. Mais voilà, le problème c'est que c'est un jeu qui va souvent jouer les mêmes cartes que Sabine, mais qui va en fait être moins fort parce que ça va être en gros une version moins concentrée, ce que je disais tout à l'heure par rapport à avoir un game plan, un plan de jeu qui est clair et précis, tu vois. Sabine c'est très clair et précis, c'est pour ça que c'est si fort, c'est que c'est très très clair ce que tu veux faire avec Sabine. Avec Cassian c'est moins clair, c'est moins, et il n'y a pas d'autre chose qui permet de vraiment compenser cette faiblesse. Donc voilà, en fait, Cassian il a le même problème que Leia dans la mesure où Sabine est juste meilleure en fait, mais c'est x10 quoi. En termes de. C'est vraiment bien bien meilleur dans ces cas-là quoi. Donc pour moi, Cassian, je vais le mettre au-dessus du D. Je le Ouais. mettrai pas en C parce que j'ai toujours pas trouvé de deck qui vraiment était vraiment très compétitif avec lui. C'est regrettable parce que sur le papier il est vraiment pas dégueu, mais c'est le deck qui a pas trouvé son. C'est le mec qui a pas trouvé son deck. Alors on pourrait le mettre à côté de Tarkin. Je pense que ça se balade entre C et D, honnêtement. On pourrait. Si tu veux mettre ça au-dessous de Tarkin, ça me choquerait pas non plus. On va le faire. Euh, Allez, on va pas le allez, condamner. soyons sympas pour. C'est vrai que Cassian. Ouais. Je dis ça dans toutes mes vidéos sur les TCG. Piocher des cartes, c'est la base d'un TCG. Sauf dans Star Wars Unlimited. Parce que tu commences avec déjà avec deux ressources de base et tu pioches deux cartes par tour. Ce qui est Ouais. assez original dans les Ouais, TCG. il y a quelques cartes, il y a quelques jeux de cartes, il y a quelques jeux de cartes où piocher c'est pas terrible. Il y a aussi Flesh and Blood. Flesh and Blood, comme tu repioches ta main C'est à ça. chaque tour, piocher les cartes c'est pas aussi fort. Voilà, Et dans un TCG où tu pioches une carte par tour, piocher des cartes, c'est primordial. Dans Star Wars ouais. Unlimited, déjà, les parties ne durent pas très longtemps, les decks sont petits, il y a que 3 exemplaires de chaque carte, donc il n'y a pas besoin d'aller non plus trop fouiller son deck pour choper la carte qu'on veut choper. Donc, Ouais. voilà, ces choses, toutes ces options font que aller piocher dans un deck dans Star Wars Unlimited, c'est pas forcément la bonne idée. Enfin, c'est toujours bien. Et tourner un deck autour de ça, ça marche pas. Ouais. Puis surtout, c'est surtout qu'en plus, Cassian, c'est un leader qui veut infliger des dégâts. Donc c'est un Oui, il est jeu, c'est saboteur, quand il met tu des infliges des dégâts. dégâts, tu veux raccourcir le temps de la partie en fait. Ouais. Et du coup, pas piocher des cartes dans ce contexte-là, c'est pas terrible quoi. Ouais. C'est ça Ouais. qui est compliqué. Quoi. Et aussi, bon, il force le gameplay aussi parce que son action est faisable que si vous avez infligé 3 dégâts. Donc, il vous force à ne pas prendre des décisions que vous n'aurez peut-être pas envie forcément de prendre. Donc, Ouais, et puis en plus, faut payer un, faut utiliser une action, donc faut perdre l'initiative aussi, quoi. c'est ça. C'est très très cher, quoi. C'est cher et c'est lent. Allez, la petite chouchou, Sabine. Sabine, Sabine, S ou pas? non, pour moi, c'est A. A plus? A plus, ouais, au-dessus A de Krennic, plus, ouais. ouais.
Alors, je vais expliquer pourquoi c'est pas S, Sabine. Allez. Alors, ce qui est bien avec Sabine, donc évidemment, on va dire les trucs évidents, hein, c'est il arrive tôt dans la partie, ce qui est idéal dans un jeu gros, c'est le leader le moins cher. C'est qui met une pression énorme parce qu'elle arrive tôt dans la partie. Sa capacité d'infliger des dégâts à la base, c'est très fort parce que ça permet de finir les parties et d'avoir cette reach qu'on parlait tout à l'heure, cette portée de tir en fait qui lui permet de vraiment terminer les parties. Elle a un gameplay qui est clair, qui est précis. Quand tu veux jouer, tout a du sens dans cette carte, tout est synergise en fait bien en soi. C'est ça qui rend le leader très fort. Et en plus, elle peut jouer les Energy Conversion Lab en tant que passe complémentaire, ce qui la rend encore plus fort. Donc c'est vraiment très fort. Ceci étant dit, on s'est aperçu que aggro, c'est pas très bien positionné dans le méta actuel. C'est-à-dire que le meilleur deck du jeu, à mon avis, c'est Boba vert. Et le problème, c'est que les jeux aggro, bah, ils ont du mal contre Boba vert parce que Boba vert c'est un deck midrange, donc midrange ça bat aggro généralement. Parce que souvent ce qui se passe, c'est qu'un jeu aggro va pas être suffisamment rapide pour tuer un jeu midrange avant que le jeu midrange arrive à sortir en fait. Et une fois que la partie est arrivée au stade, bah, le jeu midrange va avoir des unités qui sont plus grosses, qui vont faire plus de dégâts, qui vont pouvoir stabiliser la partie. Et les jeux midrange ont quand même cette capacité à tuer très très vite. Ce qui fait que. Et ça, c'est le pire pour un jeu aggro, quoi. Un deck qui est à la fois est capable de se défendre et qui en plus est capable de finir la partie rapidement, c'est la pire truc qu'on puisse affronter en tant qu'un jeu aggro, quoi. Donc il y a ce problème. Et il y a le deuxième problème, c'est que les jeux contrôle actuels, comme les joueurs, il y a beaucoup de joueurs Sabine, parce que Sabine c'est un des decks les plus budget du jeu, c'est un deck qui n'a pas de légendaire, donc il y a beaucoup de gens qui le jouent, parce que c'est un deck qui est quand même très fort. Et ben ce qui se passe souvent, c'est que les joueurs Sabine, les joueurs aggro, donc il y a beaucoup de joueurs Sabine, et du coup les jeux contrôle vont en fait construire leur deck pour contrer aggro. Et du coup on se retrouve dans cette situation où Sabine ça perd contre tout, quoi. Ça perd contre aggro, et ça perd contre midrange, puisque ça perd contre Boba. Donc c'est très mal positionné dans le méta actuel en fait. Et du coup on se retrouve avec des tournois en fait où Sabine est très très jouée, donc elle représente genre 25%, 30% du méta, enfin vraiment très très jouée, quoi. Et fait aucun top 8, aucun résultat. On n'a toujours pas vu Sabine gagner un tournoi. Malgré le fait qu'elle est partout, quoi. Malgré qu'elle est très très jouée, quoi. Parce qu'une fois que tu arrives dans les grandes tables, dans les grosses tables où les mecs savent jouer, ben, Sabine elle passe pas généralement, quoi. Ben, surtout les tournois par exemple qu'on a fait sur les top league et tout, elle a jamais fait mieux que demi-finale, quoi. C'est quand même incroyable alors qu'elle est quand même très 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 jouée, quoi. C'est un peu le problème avec Sabine, c'est pour ça que je la mets pas en S tier. Je pense que c'est un problème actuellement de méta, de maturité de la méta. Elle est apparue quasiment tout de suite, Sabine, et c'est vrai qu'elle est très budget, donc parce que tu es au courant, mais en France, il y a un peu une rareté des cartes, en française en tout cas. Donc Ouais. il y a beaucoup de joueurs bon, qui des decks avec un peu ce qu'ils ont, et puis ils voient que Sabine ça coûte pas cher et que ça tourne bien. Et il y a toute une méta un peu élitiste, on va dire, qui s'est stuffée contre Sabine. Et Ouais. bon, on a hâte qu'il se stuff contre Boba. Mais bon, Ouais, mais ça fait contre Boba, c'est pas aussi c'est facile. pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Pas aussi simple. Et justement, Boba, il est là. Bon, pas trop de Voilà. débat. Ouais, on va le mettre S tier, hein. Ouais. Boba. Donc, explique aux joueurs Pourquoi est-ce que qui Boba n'ont c'est S pas tier? Ouais, l'habitude bah, pourquoi tous les tournois qu'ils vont voir, il y a du Boba dans la finale. ouais. Alors, Pour l'instant. Pour Boba, l'instant. c'est un leader qui a tout pour lui, en fait. C'est un leader qui a une capacité de leader qui est gratuite, qui ne nécessite pas d'action, et qui est très forte lorsqu'elle est utilisée au bon moment et par des joueurs compétents. Donc la capacité de détaper en fait une ressource quand quand une unité adverse a quitté le champ de bataille. Donc ce qui se passe souvent, c'est que Boba a cette capacité, en plus c'est une capacité qui stack, qui peut se combiner avec donc typiquement ce qu'on appelle le Boba turn, quoi, le tour de Boba, ça arrive au tour 4, parfois souvent même au tour 3, parce que les gens jouent Boba vert pour pouvoir avoir ce fameux tour en fait un tour plus tôt, ce qui est dévastateur. Et en fait ce qui va se passer, c'est que ils vont jouer un bosque ou ils vont jouer un bataillon pour en embuscade pour tuer une unité. Du coup, ils vont utiliser Boba pour détaper une ressource. Ensuite, ils vont déployer Boba, attaquer avec Boba, détaper 2 ressources supplémentaires. Donc, ils vont avoir 3 ressources détapées. Pour ensuite jouer un drop à 3. Coïncidence, je ne pense pas, Boba a aussi accès au meilleur drop à 3 du jeu qui est Boba Désintégrateur. Et aussi Seven Sweet Defender. Donc, en fait, donc, tu peux jouer le meilleur drop à 5 du jeu qui est Bosque. Le meilleur drop à 3 du jeu qui est Boba Désintégrateur, le meilleur leader du jeu qui est Boba, lors Le du même même tour, tour. ce qui est absolument infâme. Et comme si c'était pas suffisant, tu te prends ça dans la gueule, et le tour d'après, tu te tapes le meilleur drop à 6 du jeu,
qui est le Fire Spray qui va te finir en fait, qui va totalement te mettre le coup de grâce en fait. Et si c'est pas suffisant, et ben, au tour d'après, il va jouer le meilleur drop passé du jeu qui est Dark Vador vert, commandant de la première légion. Donc c'est très 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 fort. Voilà, une capacité de leader très forte. Donc ça c'est le premier truc. Le deuxième point, c'est ses stats. Il n'y a aucun leader qui a ces stats-là pour ce prix-là. Il est 4-7 pour 5. On ne sait pas ce qui s'est passé dans l'équipe de designers des. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Boba. Alors, on a eu des réponses. Ils nous ont dit ouais, la capacité situationnelle. En fait, je crois qu'ils ont sous-estimé la puissance de la capacité. Du coup, ils lui ont donné des meilleurs stats pour compenser ça. Et en fait, ils ne sont pas rendus compte de la puissance de sa capacité en fait. Et du coup, ben, t'as aussi une 4-7 pour 5, ce qui est très 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 fort. 4, ça permet de tuer la plupart des unités de early game en un coup. 7, ça permet de se protéger contre presque tout. C'est tellement des stats élevés que en fait pour battre Boba, il y a des mecs qui ont échafaudé des plans de fou, ou bah, notamment Steadfast Battalion, où si t'arrives à avoir ton leader au bon moment, tu joues NCL, tu peux embûcher pour avoir 7 d'attaque et one-shot le Boba. Enfin, les plans sur la comète pour pouvoir one-shotter les Bobas, ça à l'origine, le Steadfast Battalion, c'est joué uniquement à cause de ça, quoi. Donc c'est Totalement vraiment. cette carte, hein. Je la mettrai à l'écran sur la vidéo YouTube. Cette carte verte, qui n'a pas des stats folles, qui est chère un peu, je trouve. Mais elle est là uniquement pour chasser du leader et notamment du Boba. Donc elle est dans les decks, pour Ouais, ça. c'est ça, c'est juste fou de se dire que cette carte-là, elle est jouée uniquement, enfin presque à l'origine, pour battre Boba, quoi. C'est pourtant et c'est ça que je veux dire, en fait, entre la différence entre un, entre un leader qui est S tier et un leader que je mets A tier. Un leader S tier, c'est un leader A tier, c'est un leader qui est dans le méta. Un leader S tier, c'est un leader qui définit le méta. C'est-à-dire que tout le monde joue pour battre ce mec-là, quoi. Ah. Et c'est pour ça que c'est un niveau au-dessus. Alors on va un petit peu nuancer un petit peu quand même. Ça veut pas dire qu'il est invincible. Non, Si tu non, joues non, contre, si tu joues des decks contrôle, tu peux avoir un 50-50 contre Boba, donc forcément c'est un deck midrange, donc les decks contrôle vont bien gérer. Sabine, si elle sort les notes, c'est qu'elle arrive à avoir plusieurs no good, plusieurs For a Cause I Believe in, elle peut claquer un Boba. MOBA c'est bien, mais il faut quand même avoir les bonnes cartes au moment, il faut avoir le parfait sequencing pour pouvoir faire les bons trucs. Si tu as les mauvaises cartes au mauvais moment, ça peut vite te tourner au vinaigre. Un Boba par exemple qui rampe pas, c'est déjà beaucoup moins impressionnant. Voilà, donc il a pas des très très bons tours 1 de Boba notamment. Au tour 1, c'est un deck qui est relativement pas très impressionnant au tour 1. Voilà, donc il a des petites faiblesses, donc c'est pas un deck qui domine tout, mais pour moi c'est un deck, c'est le héros, c'est le leader S tier, quoi. Et alors on en a pas parlé, mais le troisième gros avantage de Boba, c'est évidemment toutes ces cartes qui synergisent avec Boba. Donc on a parlé de Boba Disintegrator, mais on parle aussi de Fire Spray, qui est dans un deck Boba, c'est la meilleure carte du jeu, hein. C'est une 5-6 qui arrive détapée, qui te met une pression énorme, qui te colle 10 points avant que tu aies le temps de dire ouf. C'est juste une énorme carte. Oui, il a tout pour lui. Il a tout pour lui. Il a ses stats, il a son deck et il a une capacité qui pour gagner 2 ressources sur le tour. Donc, voilà. Un peu moins les mêmes couleurs, mais pas les mêmes les mêmes stats. Throne. Donc c'est très intéressant. Donc voilà, Grand Admiral Throne, c'est un leader qui est intéressant, parce que c'est le leader contrôle par excellence. Le problème, c'est que c'est le leader contrôle qui est pas dans les bonnes couleurs. C'est ça. Parce que le problème de la couleur de contrôle par excellence pour l'instant, c'est vert noir. C'est vert noir bleu. Ouais. Et le problème, c'est que Grand Admiral Throne, il a la pire couleur, il a la couleur jaune. C'est la pire couleur pour un leader contrôle. Vraiment, la couleur jaune, il n'y a pas grand chose qui est très bien dans le contrôle. Alors, tu as les No Good Midday, tu as les Waylay qui sont des bonnes cartes de tempo qui permettent de gagner du temps. Mais gagner du temps quand on contrôle, c'est pas ce que tu veux faire. Quand tu veux contrôle, tu veux locker la game de manière définitive. Donc, tu veux des vrais removals qui tuent de manière permanente. Tu veux pas des trucs qui juste gagnent du temps pendant 1 ou 2 tours, quoi. Parce que voilà, donc c'est pas du tout le game plan en fait d'un jeu contrôle. Donc, Grand Admiral Troll, c'est vraiment un jeu contrôle où tu peux voir les cartes que l'adversaire va avoir. Tu peux faire des trucs sympathiques. Tu peux taper, exhauster les unités en utilisant sa capacité. Mais à côté, le problème c'est que la couleur jaune ne te donne pas les outils dont tu as besoin. Un autre énorme défaut de la couleur jaune pour un jeu contrôle, c'est que ça te donne pas accès aux cartes, à des cartes de late game qui sont très très puissantes. Notamment, il n'y a aucune carte de late game en jaune noir qui est puissante, hein. Caméria, qui aurait dû être la carte d'excellence pour le deck Throne, malheureusement n'est pas au rendez-vous. C'est une carte qui est très faible, qui a aucun impact immédiat sur le board, qui fait que défausser. Donc c'est
Malheureusement, si le Camélia avait été plus fort, ça aurait été une autre discussion, mais là, malheureusement, il n'y a pas d'outil de late game vraiment très fort. Donc, si tu joues Thrawn vert, t'es obligé de te baser sur les dévastators, les machins, mais du coup, t'as pas accès à Super Laser Blast, t'as pas accès à des gains de points de vie, qui sont des éléments essentiels pour jouer un jeu contrôle. Euh, voilà, donc malheureusement, c'est le problème du leader. Donc, la version la plus compétitive de Thrawn, c'est la version bleue. Mm. Qui permet de gagner des points de vie, qui permet de jouer de Super Laser Blast, qui est très utile quand notamment tu as réussi à un peu ralentir le board avec ton exhaust, ton effet d'exhaust plus les No Good To Me Death, ce genre de choses. Tu peux complètement ravager le board avec un Super Laser Blast et vraiment bien stabiliser la partie. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que je trouve est assez fort, mais malheureusement, tu vas manquer de late game. Ton late game, ça va être Avenger, quoi, c'est tout. Et donc, c'est compliqué. Donc voilà, c'est un bon leader, très bonne stat, 3-9, vraiment très bonne stat, des capacités qui sont assez fortes. Si tu joues bien, le fait de pouvoir voir les cartes à l'avance, ça peut être très fort aussi. Malheureusement, c'est pas dans la bonne couleur. C'est pas dans les bonnes couleurs, et en plus, tu souffres de la comparaison avec Boba, forcément. Donc si tu veux jouer un Tron aggro ou un Tron midrange, là ça sert à rien d'essayer de te terminer avec une version plus faible de Boba, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je le vois pas beaucoup, moi, Boba. Throne, pardon. Je le vois pas beaucoup. Ouais, je le trouve un peu lent. Et surtout, les couleurs, mon contrôle, c'est comme dans le bleu, quoi. T'as même pas de moyen de rampe. Ouais, bof. Pour l'instant, c'est bof. On l'a mis où là pour l'instant On l'a Je pas ranké. Non, il est pas en B, il Ouais. est en 1C, je Ouais, dirais. moi je le mets C, je le mets au-dessus de Ouais, Tarkin, quand même, ouais. entre Tarkin et Chewbacca. On reste dans les héros de la République avec la magnifique illustration de Han Solo. Ouais, Han Solo. Donc Han Solo, mon leader préféré. D'accord. En termes de gameplay, c'est un leader qui est fascinant, qui te donne énormément de différentes possibilités. Et joue aussi entre le B et le A pour Han. B, A. Alors, en fait, c'est très simple parce que là, j'ai entré, on est dans TTS Top Cut Tournament, Ouais. le tournoi Top Cut. Il y a deux joueurs Boba vert, deux joueurs Han vert, pardon. Moi et un autre mec. Et l'autre mec là, il est en top 8. Moi, je vais jouer ma game de top 16, de top 16 tout à l'heure, là, plus tard dans la soirée, à 9h. Précis. 9h. Bah, du coup, 22h pour vous. Et du coup, j'ai un peu envie de dire, le résultat de ce tournoi va me conforter dans l'idée si Han Solo est en A ou en B. Euh, moi personnellement, je le mettrais en A D'accord. parce que c'est un leader qui est très sous-estimé. C'est probablement le leader le plus difficile à jouer du jeu. C'est le problème, ouais. C'est un problème, mais une fois que tu as compris comment le jouer, ben, moi je note les leaders en fonction de leur potentiel, enfin de Bien leur sûr, ouais. puissance maximum, entre guillemets, quoi, joué par une main experte, quoi. Ouais. Donc c'est un joueur qui est très. Donc du coup, les gens ont tendance à un peu le sous-estimer. Pour moi, il a tout simplement la meilleure capacité de leader du jeu, hein, le fait de pouvoir sacrifier des cartes pour pouvoir ramper. Enfin, c'est pas vraiment ramper, c'est s'accélérer plutôt, pour pouvoir jouer les cartes plus tôt. Donc en fait, trader du carte advantage pour du tempo, c'est juste faire un échange de carte advantage pour du tempo, c'est juste très très fort dans Star Wars Unlimited. Cette capacité aussi dans ce fameux tour 4, en fait, où tu vas utiliser sa capacité pour pouvoir le sortir. Et ensuite, tu vas attaquer, tu vas pouvoir ramper. Du coup, tu vas pouvoir jouer un drop à 7, du coup, 2 tours plus tôt. Ce qui est très très fort. Et la bonne nouvelle, c'est que à 7, il y a U-Wing Reinforcement qui est la meilleure carte à 7 du jeu. C'est juste une carte qui est exceptionnellement puissante. Exceptionnellement puissante. Ouais. Et cette combo, elle est juste redoutable. En plus, avec le de ramper. Donc, moi, je parle évidemment de Han vert. Alors, il y a d'autres versions de Han, mais pour moi, la meilleure version de très très loin, c'est la version verte. Parce que t'as la rampe, t'as le U-Wing Reinforcement, tout simplement, t'as toutes les très bonnes cartes de rampe. Donc il y a deux choses qui retiennent un petit peu Anne dans sa puissance, c'est le fait que jaune-blanc, c'est donc Cunning Hero, c'est pour moi la couleur combinaison la moins forte du jeu en termes de. Il n'y a pas beaucoup de très très fortes cartes dans ces couleurs de combinaison. Pour moi, c'est la combinaison la moins forte du jeu, tout simplement. C'est vraiment la couleur combinaison qui a accès à le moins de cartes puissantes du jeu. Donc ça, c'est un premier handicap qui est assez important. Le deuxième handicap, c'est le fait qu'il n'a pas un très bon match-up contre Boba. Parce que Boba a plein de moyens de tuer Han Solo, ou en tout cas de l'empêcher de faire sa double rampe, en fait. Ouais. Notamment avec No Good To Me Dead, il peut de barrage pour tuer, ce genre de choses. C'est un des rares decks qui peut vraiment, vraiment embêter Han et l'empêcher de sortir sa combo. Donc ça, d'ailleurs, c'est assez thématique que Han se fasse contrer par Boba, et notamment Boba avec la kryptonique, mais la carbonite, pardon. La carbonite. Mais voilà, c'est
C'est un leader qui va devenir beaucoup plus puissant quand on aura plus de cartes. C'est un leader qui est vraiment au début de son... C'est pour moi le leader qui a le plus de potentiel dans tout le jeu. Parce que sa capacité de leader, elle est juste très 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 forte. Et surtout quand elle est bien jouée. Et en plus, quand tu as des synergies avec des cartes qui vont dans la défausse, donc le fait que tu vas devoir jouer les cartes de ta ressource dans ta défausse. Alors, ah oui, un point important pour les joueurs francophones. Il y a une énorme erreur de traduction sur Han Solo, où ils te disent, au début du prochaine action, éliminer... donc sur la carte, il me semble, c'est au prochain tour, au début du prochain tour, éliminer cette ressource. Oui. La ressource que vous avez mis en jeu avec Han Solo. Alors, c'est une ressource. C'est la version correcte, c'est ce qui est sur l'écran d'ailleurs. Ouais. Ils l'ont corrigé, c'est au début du prochain tour. Éliminer une ressource que vous contrôlez. Donc vous pouvez éliminer une ressource différente de celle que vous avez posée avec la capacité de Han. Donc ça c'est très important parce que ça te donne la liberté de choisir quelle carte va aller dans la défausse et du coup pouvoir ensuite la récupérer en jouant des cartes comme Home One ou comme Rogue Squadron Skirmisher qui peuvent récupérer aussi des cartes aussi. Donc petite correction pour les joueurs francophones. Moi, je pense que ce deck n'a que du bon à venir dans les prochaines éditions, quand tu auras de nouvelles cartes qui iront chercher un peu dans la défausse. Là, ça manque un peu d'options de défausse, je pense, pour récupérer tes cartes. Et Ouais, mais il y en a déjà quelques-unes, mais ouais. Puis il y a les jeux combo aussi. Hein, s'il y a un jeu combo qui arrive et que Han Solo rentre dedans. Ce sera le leader, ouais. Ce sera le leader du combo, je pense. Ah oui, complètement. Le fait de pouvoir jouer ta combo un tour plus tôt, mais c'est monstrueux, quoi. Et puis surtout d'avoir la vision de ce que tu vas repiocher, ouais. Voilà. Donc voilà, j'ai peut-être changé d'avis sur ce leader, mais pour l'instant, c'est mon leader préféré. Et j'espère qu'il va bien marcher pendant le tournoi. Et ça me permettra de conforter dans l'idée que c'est un héros à tier A. Sinon, ce serait du B. Et ça se balade entre les deux, quoi. Ouais, ça se balade entre les deux. On finit Jhin. avec Jhin. Ok, alors Jhin pour moi, c'est D. Ouais. C'est D. D au-dessus des Hera, mais ouais, D quand même. Alors le problème d'Iden Versio, c'est que sa capacité en construit, elle est pas si utile que ça. Elle est assez situationnelle en fait. Donc voilà, une capacité qui est assez situationnelle. L'unité en elle-même, c'est bien mais pas top quoi. C'est une 4-7 pour 6, en gros c'est un boba qui arrive un tour plus tard quoi. Ouais. Donc c'est pas fou. Et le coup de grâce pour la carte, c'est le fait, encore une fois, c'est la combinaison Cunning Hero qui est vraiment pas top. Qui te donne pas accès à de très fortes cartes quoi. Donc sa combinaison de ces trois choses fait que c'est un héros qui est un peu pas terrible. Grosse nuance quand même à apporter, c'est de dire que c'est quand même sa capacité est beaucoup plus forte en draft et en scellé. Donc dans les formats plus lents où il y a beaucoup plus de trades entre les unités, où vraiment ça se joue énormément en faisant des échanges entre les unités. Là, le leader devient beaucoup plus efficace et sa capacité devient beaucoup plus intéressante. Mais en construit, c'est pas aussi fort que ça. Et la combinaison de couleurs est vraiment pas top. Donc tous ces effets-là fait que c'est très compliqué de builder un deck à Jhin qui soit très compétitif. Dès que tu builds un deck Jhin, de toute manière, tu peux te dire que tu ferais mieux de builder un deck Han, de toute manière. Parce que Han te donne accès à un leader qui est vachement plus intéressant. Han, grâce à sa capacité, arrive en fait au tour même s'il coûte 6, en fait, il arrive au tour d'avant, en fait, puisqu'il peut utiliser sa capacité pour arriver un tour d'avant. Et du coup, entre une 4-6 qui arrive au tour 4 et une 4-7 qui arrive au tour 5, tu préfères la 4-6 qui arrive au tour d'avant, quoi, simplement. Donc en fait, il est juste plus faible que. Donc pour moi, c'est D. Oui, effectivement, elle enchaîne les mauvaises nouvelles, sa combinaison de couleurs qui est trop semblable au niveau des cartes et qui manque de cartes fortes en late. Et puis sa capacité qui est dans le trade de ressources, pas forcément game breaker. Ouais. Ok. C'est aussi un leader qui a un problème d'identité parce que c'est pas un leader aggro clairement parce qu'il veut que tu trades avec l'unité. C'est pas non plus un leader contrôle parce qu'il n'y a pas vraiment de, surtout que blanc jaune c'est un peu une couleur un peu horrible pour jouer contrôle quoi. Donc c'est un leader qui a un problème d'identité aussi quoi. Oui, voilà, comme tu disais, il faut un deck. En gros, quand vous construisez votre deck, il faut que vous ayez une idée de qu'est-ce que votre deck il doit faire. Et voilà. Si déjà vous n'avez pas d'idée claire en construisant votre deck, c'est que c'est pas le bon départ pour le faire. D'ailleurs, toi, pour construire ton deck, tu pars sur ton deck ou sur ton leader en moteur principal, on va dire, pour ton envie de construction. 90%, c'est oui, le leader c'est le point de départ. Le leader et la couleur complémentaire c'est le point de départ. Ou les couleurs, ouais. 90% du temps. Après, ça dépend. Il y a des fois où il y a des fois où je le prends dans l'autre sens. Alors, est-ce que j'ai un exemple où c'est vraiment ouais, il y a des fois où tu te dis c'est quoi, tu veux jouer un deck force à base de rebelles.
avec des Obi-Wan, des Yoda et des Fourth Throw. Est-ce que je joue, et là, le leader, ça peut être un peu ce que tu penses après, c'est ouais, est-ce que je joue mon deck Force avec Luke ou avec Chirrut, par exemple. Donc ça dépend des cas, mais oui, globalement, tu commences par le leader, quoi. Et bon, alors voilà, vous avez le tableau final des leaders à un bon mois de jeu officiel, même si les joueurs ont déjà commencé à jouer avant via d'autres méthodes. Juste pour en discuter avec toi, on a eu donc l'annonce de la prochaine extension, l'ombre de la galaxie, avec l'apparition, je sais pas si toi tu les vois à l'écran, de Ouais. Gideon, Moff Gideon et du Mandalorian. On va pas les classer, forcément on n'a pas les decks, mais déjà juste toi, ton aperçu sur ces deux prochains leaders. Ouais, alors Gideon, à la base, j'étais un grand fan. Ouais, Mais comme souvent, j'ai mal lu la carte. Et je n'étais pas aperçu qu'en fait, le bonus de plus 1 d'attaque ne s'applique que si tu attaques une autre unité. Donc oui, tu peux pas avoir plus 1 d'attaque pour attaquer la base, ouais, malheureusement. ouais. Du coup, ça limite quand même vachement le leader. Donc encore une fois, j'ai un peu l'impression qu'il y a un problème. Voilà, le premier indicateur qui fait que je suis pas un grand fan de ce leader, c'est un problème d'identité. Est-ce que vraiment c'est un jeu, parce que à la fois c'est un mec qui veut que tu attaques comme Jean, en fait, il veut C'est trader ça. avec les unités adverses, et en même temps, il veut faire ça avec des unités qui coûtent 3 au moins. C'est-à-dire que pour Ah, pouvoir gros. jouer ce leader, il va falloir jouer quand même beaucoup d'unités qui sont d'un faible coût. Ouais. Ce qui n'est pas quelque chose que tu fais dans un jeu à contrôle. Donc il y a un petit peu, il y a une dissonance. Alors évidemment, le fait qu'il soit vert fait que tu vas pas pouvoir le jouer avec Energy Conversion Lab. Alors si tu fais ça, tu es obligé de jouer double vert. Double vert, c'est super faible à ce moment. Mais je m'attarde pas trop là-dessus parce que je me dis que de toute façon, avec un card pool qui va être 2 fois plus gros, tous ces idées-là, de toute façon, elles vont être à la poubelle. On sait pas du tout quel va être l'environnement dans lequel ces cartes vont évoluer, donc c'est très compliqué évidemment de les noter. Euh, une fois, donc 3-6 pour 5, c'est vraiment pas top au niveau des stats. Le débordement, quand t'as que 3 d'attaque, ça sert pas à grand chose. La capacité de donner débordement à d'autres unités, par contre, ça c'est très fort. Mais encore une fois, ça marche que sur les unités qui coûtent 3 au moins, donc le potentiel est pas forcément ouf. Donc j'ai un peu du mal à voir dans quel contexte ce leader va performer. Donc pour l'instant, je suis pas un grand fan, mais on verra ce que ça donne, on verra quel genre de carte il nous concocte avec ça. Et ensuite, on a l'apparition du Mando, personnage de Mandalorian, Alors le avec Mando, les couleurs qu'on a déjà discuté. Ouais. Pas forcément Alors les les. couleurs, encore une fois, moi je m'attarde pas trop là-dessus parce que de toute façon avec un card pool qui va être avec un pool de cartes qui va être 2 fois plus élevé, tout Ah, ce peut-être qu'on changer, pense ouais. de cette couleur-là va être complètement bouleversé. On a déjà vu Grogu, c'est pas Grogu. Grogu ça? Grogu, ouais. Grogu, ouais. Grogu qui est très 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 fort. Pour moi, Grogu c'est la carte la plus forte qu'on ait vue parmi les cartes qui ont été spoilées. Et donc déjà ça change déjà pas mal les choses en termes de comment on imagine la couleur jaune blanche. Donc ça je m'attarde pas trop là-dessus. La capacité, je la trouve très forte parce qu'elle nécessite. Il va y avoir beaucoup d'équipements, donc notamment les fameux bounty qui vont coûter pas cher du tout, donc ils vont en avoir plein, qui vont permettre d'engager donc un jeu de tempo de Mandalorian à base d'upgrade. Je pense que ça a du potentiel. Bon, les stats 4-7 pour 6, c'est pas ouf, mais la capacité est forte. La capacité est forte, donc. Mais c'est vraiment un leader à synergie. Donc c'est un leader à synergie, c'est quasiment impossible de le noter ou de connaître sa puissance tant que t'as pas vu le deck au complet en fait. Parce que par définition, c'est un leader qui va se baser sur des synergies. Donc voilà, c'est impossible de dire sa force, ça va vraiment dépendre des synergies. Mais potentiellement, je trouve que le leader est très fort. Voilà, pouvoir exhauster des unités, engager des unités pour un gratuitement, quoi, je trouve ça assez fort. Ok, ouais, je suis d'accord avec toi. J'en profite juste pour remercier pour ce plan qui vient de nous rejoindre. Bienvenue à toi. Écoute, tu reverras la vidéo en rediff sur YouTube. Si ça t'intéresse. Merci à toi en tout cas de nous avoir rejoints. Et on peut noter que Mando a les mêmes stats que son copain Boba, mais pour un plus. Ouais, donc les mêmes stats que Jin, quoi, la même, C'est même ça. restauration. Ouais. Ce qui est pas, ce qui est pas un deal, en anglais, c'est un deal breaker, c'est pas la fin du monde. C'est ça. C'est pas la fin du monde d'être 4-7 pour 6. On a vu Luke, il est 4-7 pour 6 et il est tout à fait jouable c'est parce qu'il a une capacité de leader qui est très forte, ce qui lui permet de compenser ça, tu vois. Donc c'est pas la fin de tout. Et de toute façon, si on compare tout à Boba, forcément, tous les leaders sont pas terribles, hein. Quand on compare à Boba. Après, Boba, il peut être nerf, Ouais, il peut être pour finir un peu la vidéo, qu'est-ce que tu penses du méta actuel, du méta actuel, ouais. Et est-ce que tu vois justement des bans, ce qui serait honnêtement, pour un jeu d'une première édition, ça risque de refroidir pas mal de joueurs d'avoir déjà des bans en première édition. Qu'est-ce que toi t'en penses? Pas forcément du ban, mais du méta en général actuellement.
Non, après, il y a deux conversations, si tu veux. Il y a la conversation, qu'est-ce qu'il faudrait ban pour que le jeu soit en meilleure santé, pour avoir un meilleur méta. La deuxième conversation, c'est est-ce qu'il faut faire un ban de manière politique, d'un point de vue business, d'un point de vue tout ce qui est en dehors du jeu, quoi. Donc la réponse à la question, c'est que oui, il y a des bans qu'on peut faire qui permettraient de largement améliorer la santé du méta. Après, est-ce que c'est forcément une bonne idée d'un point de vue business, d'un point de vue pas forcément. Surtout que pour l'instant, FFG n'a pas encore commencé le vrai jeu compétitif officiel. Donc pour eux, il n'y a pas le feu au lac, pour eux, il y a pas d'urgence. Ils savent que le card pool il va doubler avec la prochaine extension. Ça va complètement rebattre les cartes, c'est le cas de dire. Ça va complètement changer le paysage du méta. Donc pour moi, tout ça, FFG, tout, ils sont très loin de tout ça, quoi. Je pense pas qu'ils y pensent. Après, oui, en effet, dans le méta actuel, je pense que le méta actuel, il est pas mal. Tu peux jouer aggro, tu peux jouer contrôle, tu peux jouer midrange, tu peux jouer les trois aspects principaux du jeu et avoir des bonnes performances. Donc ça, c'est positif. Il y a un bon nombre de leaders qui sont compétitifs. Tu vois, tout ce qui est entre S et B, c'est compétitif. Hein, donc tu peux le jouer ça en tournoi et avoir des performances. Donc ça, c'est positif. Le point positif, c'est que le deck dominant, c'est pas le deck le plus horrible à jouer contre. Boba vert, c'est un deck qui est très fort, certes, mais c'est loin d'être un deck qui soit complètement aberrant, qui soit pas du tout fun à jouer contre. C'est un deck qui est assez fun à jouer contre. Moi, j'ai vu largement pire, hein, pour vous dire. C'est un jeu qui est assez interactif, qui est assez intéressant à jouer avec, qui est à jouer à contre. C'est pas un truc qui est complètement imbattable. Voilà, donc Il nécessite du skill en fait. Il est pas mononeuronal. Il ouais, non, nécessite. Donc c'est ça, pas c'est déjà complètement. une bonne C'est pas un chose. jeu qui est difficile à jouer, hein, faut pas Ouais, exagérer non plus. Et oui, c'est sûr que c'est pas Burn dans Magic, quoi. c'est ça. Euh, Bref, donc voilà, donc ça c'est les points positifs. Après, évidemment, on peut toujours faire mieux, on peut toujours s'améliorer. Et pour moi, il y a deux bans qui me permettraient largement d'améliorer le jeu. Le premier ban, ce serait Energy Conversion Lab. Parce que l'idée, c'est que cette base, elle est trop forte. En gros, là, tu vois, tout ce qui est en A et S, c'est joué avec du vert. Boba vert, Sabine vert, Krennic vert, Aiden vert et Arhan vert. Alors, Arhan ne joue pas à Energy Conversion Lab. Enfin, ma version joue Command Center, enfin Ecobase. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est quand même une grosse dominance. Et en plus, quand tu continues avec Vedor, avec la meilleure version, c'est avec ICL. La meilleure version de Grand Inquisitor, c'est avec ICL. La meilleure version de Lux, c'est avec ICL. Voilà, c'est quand même pas terrible. Donc je pense que déjà, il faudrait ban cette base pour mettre un peu plus d'équilibre dans les couleurs. Et je pense que le ban le plus facile, c'est celui-là. En plus, c'est une carte qui coûte 50 centimes. Les gens vont pas râler parce que ils peuvent plus jouer leur ICL, quoi. C'est pas la fin du monde, c'est une carte qui coûte 50 centimes. Voilà, quoi, tranquille. La deuxième base que j'ai envisagée, évidemment, une fois que tu as fait ça, le problème c'est que t'as nerfé tous les decks, tous les top decks, mais t'as pas nerfé Boba. Enfin, en tout cas, t'as pas nerfé Boba par rapport aux autres decks du méta. Donc il faut faire un autre ban Et pour moi, le meilleur ban c'est Fire Spray. Ouais. Parce que, en fait, c'est le seul ban qui permettrait de nerfer Boba, et uniquement Boba, sans avoir d'impact sur les autres decks. Et en plus, ça permettrait de nerfer Boba sans complètement éliminer Boba. Parce que sinon, tu peux nerfer Boba, tu peux carrément ban Oui, le pas de Boba en tant que leader, ouais. leader. Mais là, le deck n'existe plus, quoi. Donc ça, là, et en plus, les gens qui sont fans de Boba, ils vont criser, quoi. Ils vont dire, ouais, non. Donc là, c'est pas une bonne idée. Mais si tu bannes le Fire Spray, tout de suite, c'est beaucoup plus gérable parce que tu te retrouves dans une situation où t'as vraiment targeté le jeu Boba en particulier. Et je pense que c'est un nerf qui serait suffisant pour que le deck soit qui retombe dans le peloton, quoi, en fait, en termes de puissance. C'est vraiment Fire Spray, c'est vraiment la carte qui gagne des games, c'est vraiment la carte c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. C'est vraiment ben moi, il y a pas plus tard qu'hier, hein, pendant le stream avec Poem, je me suis pris double. J'étais super, je jouais à Vador. J'étais, j'étais dans une super bonne position. J'avais bien déroulé. J'avais Palpatine en jeu, j'avais Vador, j'avais les deux Vador. J'étais vraiment très très bien. Au niveau des PF, j'étais à 15 PV, donc j'étais vraiment bien. Et il a droppé Fire Spray, j'ai réussi à gérer le premier, le deuxième, et il m'en a sorti un deuxième et j'ai perdu, quoi. J'ai perdu une game imperdable à cause de double Fire Spray, quoi. Et ça, c'est juste très frustrant, quoi. Donc pour moi, c'est la carte vraiment qu'il faudrait bannir. Et en plus, c'est une carte qui est pas très chère, hein. C'est une carte à 2,50€ sur card market, donc c'est pas une carte qui est très chère. Donc tranquille, quoi. Les gens vont pas criser. Tu vois, si tu bannes Vador, Vador l'unité, tu vois, les gens vont criser parce que c'est une carte qui coûte 80 boules, quoi. Et si tu bannes une carte comme Fire Spray qui coûte 2,50€, c'est pas grave. Ok, et ben écoute, je te remercie. Merci à toi. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Et ben, je pense qu'on se reverra bientôt sur la chaîne. Si là vous regardez cette vidéo sur YouTube en rediffusion, et ben n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Vous pourrez nous poser vos questions. D'ailleurs, j'ai pas trop regardé le chat aujourd'hui, je suis désolé. Mais Torque est vraiment très explicatif et
pense qu'il vous a donné les bonnes explications. Et on se retrouve donc à bientôt sur YouTube ou sur Twitch. Allez, bonne touche à tous et bien sûr, ciao les amis. Ça fait plaisir, salut. Ça fait plaisir de parler de Star Wars Unlimited en français. Ouais. Ah oui, encore une fois, désolé, je vais trop vite. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne de Torque qui est en dessous de moi là. Donc c'est en anglophone, mais c'est accessible, ça reste accessible. Il y a l'accent français, de toute façon, il y a le petit accent Ouais, Frenchy. c'est Donc, ça, il y a le bon accent français qu'on aime bien, voilà, donc, qu'on aime. on l'entendra. Voilà, donc n'hésitez pas, la description de la chaîne sera en commentaire de la vidéo. Allez, ciao ciao. Ciao.